Un grand bonjour à tous. Je suis heureuse de vous retrouver donc aujourd'hui pour la rentrée du point marché avec Carmignac, en compagnie ce matin de Kevin Tozé, responsable chez Carmignac, notamment membre du comité d'investissement au sein de la société. Bonjour Kevin. Bonjour Imen. J'espère que les vacances se sont bien passées. Très, très bien, je suis très heureux de vous retrouver après ces quelques semaines de trêve estivale, hein. J'espère que les vacances ont été bonnes, enrichissantes, reposantes, tout ça, tout ça. Alors, n'hésitez absolument pas à poser vos questions. Donc, comme d'habitude, Kevin se fera un plaisir d'y répondre. Le même programme, traditionnel. On va commencer avec l'évolution des indicateurs clés dans un premier temps. Et puis, je laisse la parole à Kevin. Kevin, qu'as-tu à nous dire justement concernant l'évolution des indicateurs? Alors, bon, on a fait un petit peu exception, on va dire, à la règle, hein, du fait de la trêve estivale. On a allongé un petit peu la période de revue des performances, et donc vous trouverez sur le graphique sur vos écrans, eh bien, les évolutions des principaux indicateurs de marché sur le dernier mois et non pas sur la dernière semaine comme à l'accoutumée. On reprendra, on va dire, le rythme de revue hebdomadaire la semaine prochaine. Alors, sur ce qui a caractérisé, on va dire, ce mois d'août, ou en tout cas ces dernières semaines, alors sur les marchés d'actions, eh bien, on le voit bien, hein, ils ont très largement rebondi, hein. On voit plus de 5% de performance sur les marchés d'actions mondiaux, avec les États-Unis qui font plus de 7% de performance, hein. On aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Et puis, même la zone euro, hein, en dépit d'un horizon qui s'assombrit avec, voilà, on rentre dans le 6e mois de conflit en Ukraine, c'est surtout l'euro, la devise européenne, hein, qui a cristallisé la dégradation de la conjoncture. Eh bien, on voit des marchés d'actions européens qui, eux, tiennent bien. La principale exception, bien, ça concerne les marchés d'actions chinoises, hein, qui, eux, sont en retrait. Pourquoi? Parce qu'on a eu des données économiques décevantes, on a eu une forme de grève, hein, du remboursement des emprunts immobiliers en Chine également. Et puis la sécheresse, hein, qui a touché l'Europe, qui a touché la France, eh bien, elle a aussi touché la Chine. Et ça fait aussi poser des questions sur notamment sa capacité à bien produire autant d'énergie qu'anticipé, notamment de l'énergie hydraulique. Alors sur les marchés obligataires, qu'est-ce qu'on a vu? Eh bien, on a vu la baisse des rendements obligataires, hein. Alors ça a aidé les indices de dette souveraine, mais aussi on voit, hein, les marchés du crédit qui, eux, surperforment, hein, avec l'appétit pour le risque, hein, qui se reflète aussi sur les marchés du crédit, hein, dont les primes de risque ont globalement baissé. Alors, quelques pistes sur les raisons qui expliquent ce mouvement. Eh bien, notamment sur les marchés du pétrole, hein, on le voit, hein, on a des prix sur le pétrole qui sont en net retrait, hein, presque 10% de baisse sur les prix du pétrole sur ce dernier mois. Alors, si on avance d'une diapositive et qu'on regarde plus spécifiquement ce qui s'est passé sur les marchés d'actions. Voilà. Alors, oui, merci beaucoup. Alors, ce qu'on voit, eh bien, on voit quoi? Alors, je vous ai mis ici la performance des marchés d'actions sur cette année, hein, sur ces 9 premiers mois de l'année 2022, avec, voilà, en point de pivot, on va dire le 14 juin, hein, qui correspond au point bas sur les marchés d'actions. Alors là, c'est sur des marchés d'actions américaines, là, sur la partie sur des marchés d'actions mondiaux sur la partie de gauche. Alors, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que sur ces barres vertes foncées, la première baisse, hein, la première jambe de baisse qu'on a vue cette année, elle a été largement expliquée par une baisse des multiples de valorisation. Et cette baisse, elle a été relativement généralisée. Pour autant, on a vu, on va dire, les secteurs, hein, qui avaient des valorisations les plus élevées, qui, eux, ont eu tendance à souffrir le plus. D'ailleurs, il y a une erreur sur la diapositive, hein. Les technologies de l'information, la barre verte, là, moins 3,6%, c'est plutôt moins 30,6% qu'il faut voir là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on a vu depuis la mi-juin? Comme une forme de réplique, hein, face à cette baisse, on a vu le rebond des marchés qui lui aussi a été largement généralisé, et y compris, donc c'est ce qu'on vous montre ici avec les barres vert clair ou en gris, pour les secteurs qui sont les plus exposés au cycle économique. Et pourtant, il devrait théoriquement être moins bien orienté si jamais on avait bien une dégradation des perspectives de croissance économique. Alors, ce qu'on vous montre sur la partie de droite, hein, c'est aussi pour vous illustrer que ce rebond, eh bien, il s'est fait dans un contexte de très faible liquidité, hein. Les opérateurs de marché, eh bien, eux aussi prennent des congés, et donc on a eu des volumes d'échanges qui étaient relativement faibles. Alors, on va
passer un peu de temps sur qui ont caractérisé ce mouvement haussier qu'on a pu voir sur le dernier mois. Et ça, on va peut-être avancer d'une diapositive pour ça. Alors justement, donc du coup là, l'idée c'est effectivement donc de passer directement à la minute pédagogique avec la notion notamment de bear market. Donc là, tu Tout voulais à fait. justement faire un petit zoom Oui, juste. alors c'est ça, c'est-à-dire que la notion de bear market, c'est quand on a une baisse des marchés, une baisse significative des marchés. Il n'y a pas de définition formelle en tant que telle, mais en général, on dit une baisse de plus de 20% d'un indice donné sur un pays ou sur un secteur ou sur un thème qualifie de bear market. Là, on va parler de ce qu'on appelle de bear market rally, c'est-à-dire que, on va dire commencer par définir cet anglicisme. De quoi est-ce qu'il s'agit? Il s'agit d'un rebond fort et rapide, comme on vous le montre ici sur le graphique du milieu, dans une phase de marché baissier. Et voilà, on l'illustre avec une image avec un plantigrade, donc bear en anglais. La version francophone, ce serait plutôt avec un félin. Voilà, l'expression consacrée, ce serait le rebond du chat mort. Alors, à titre d'illustration, on vous a indiqué, on va dire, les différents précédents qu'on a pu voir cette année. Donc, vous voyez qu'entre décembre 2021 et août 2022, on a des marchés qui s'inscrivent en baisse. Et pour autant, on a eu plusieurs phases avec des rebonds de 5% ou plus dans ce, on va dire, canal baissier. Pourquoi est-ce qu'ils se produisent ces, on va dire, rebonds dans des phases de marché baissier? Ils sont en général, on va dire, largement motivés par une évolution du sentiment de marché. Et on l'a vu sur la diapositive précédente, c'est que le rebond de cet été, il s'est fait dans un volume d'échange qui était relativement faible. Et pour autant, les fortes baisses de marché, et c'est aussi vrai cette année, elles sont souvent associées à des mouvements de panique et donc des volumes qui sont très importants et un consensus qui est très fort. Et c'est typiquement ce qui s'est produit cet été. C'est-à-dire qu'on avait des niveaux de liquidité qui étaient très élevés dans les fonds, donc les différents gérants de portefeuille des différentes places mondiales avaient des niveaux de liquidité qui étaient particulièrement importantes. On avait des investisseurs qui étaient quand même très largement couverts, donc qui se préparaient au pire en termes de dégradation de la conjoncture économique, les risques liés à, par exemple, un embargo sur le gaz. Et du coup, qu'est-ce qui se passe quand on a un consensus de marché qui est très élevé, des opérateurs de marché qui sont très largement couverts? On a potentiellement des rachats et des rachats de protection avec, on va dire, des nouvelles qui sont perçues comme étant moins mauvaises qu'anticipées. Et à ce titre, sur la dernière session qui vous avait été présentée par William, où vous avez fait un point sur la saison de résultats, voilà, la saison de résultats, elle a plutôt été de bonne facture en Europe et aux États-Unis. Alors qu'on a des résultats qui ont été bien meilleurs qu'attendus, avec entre 60 et 75% des sociétés qui ont délivré des résultats meilleurs que ce qui était anticipé. Et donc, quand on va dire tout le monde est protégé, quand tout le monde parie sur une baisse de marché, le scénario qui fait le plus mal, c'est celui d'une hausse des marchés. Et clairement, le seuil de tolérance à la douleur, il n'est pas le même pour tout le monde. Et donc, on a des opérateurs de marché qui débouclent ces positions de couverture. Et donc, c'est pour ça que, en dépit, on va dire, de cette tendance baissière, on peut voir des rebonds et de rebonds relativement significatifs. Voilà, comme on l'a vu cette année, je vous ai mis une autre période marquante avec une baisse forte sur la période 2007-2009. Alors, ça, c'est possiblement une explication de ce rebond de marché. Il y en a une autre, et ça, c'est sur Oui, pour quoi le plan on va passer un macroéconomique. peu de temps maintenant, exactement Bon, sur la l'évolution question de c'est l'environnement sur macroéconomique. l'inflation. C'est est-ce que justement on a atteint en fait le pic de l'inflation? C'est la question que tu te poses en fait. Alors, que je me pose et que se posent les opérateurs de marché, c'est-à-dire que l'autre explication, l'autre narratif de marché qui explique ce rebond très fort des actifs risqués et notamment des actions, c'est lequel? C'est que au cours de l'été, on aura assisté à une forme de désinflation. On se dirige vers une forme de désinflation aux États-Unis et que la Réserve fédérale, elle allait réussir à calmer le pire épisode inflationniste des dernières décennies en faisant remonter ses taux d'intérêt sur des niveaux de 3,5%, et je vais y revenir dans une seconde, et que ça sans que ça entraîne trop de dommages sur l'économie et sur les ménages. Et c'est ce qu'on vous illustre ici. C'est-à-dire que sur le graphique de gauche, vous avez l'évolution
de l'inflation et des anticipations d'inflation. Donc ces barres vertes, vert foncé, ce sont les publications d'inflation sur un an glissant, hein, donc l'inflation au mois de juin, l'inflation au mois de juillet, et vous voyez que les barres plus grisées, quelles sont les anticipations de marché sur où sera l'inflation sur un an glissant pour les prochaines publications. Et vous voyez que ce que semblent refléter les marchés, hein, ce qu'ils semblent indiquer, c'est que, eh bien, on a effectivement passé le point haut de l'inflation aux États-Unis, et donc on va rester sur des niveaux d'inflation relativement élevés, mais que cette inflation va gentiment, enfin plus ou moins gentiment, décélérer. Alors, quelle incidence ça a? Eh bien, vous le voyez, ça c'est sur le graphique du milieu, ce sont sur les anticipations d'évolution de politique monétaire. Et donc là aussi, ce sont les anticipations de marché de où seront les taux d'intérêt américains à court terme à différentes dates. Et vous voyez que ce qu'anticipe le marché, c'est que la Réserve fédérale remonte ses taux d'intérêt jusqu'à environ 3,5%, et que ça, eh bien, ça suffira à, on va dire, calmer l'inflation, et que suite à ça, eh bien, la Réserve fédérale sera même amenée en fait à baisser ses taux d'intérêt pour là aussi venir soutenir son économie. Alors, on va dire ça, on va dire l'objectif de la Banque centrale américaine, c'est notamment de venir contrôler cette inflation, d'essayer de la réduire, hein. Je rappelle, elle est quand même particulièrement élevée, hein. Elle n'est pas aux 10% qu'on a en Angleterre, mais elle n'est pas très loin de ça aux États-Unis. Et pour ce faire, eh bien, il y a cet outil de politique monétaire, de remontée de taux d'intérêt. Un autre outil on va dire un autre indicateur que regarde la Banque centrale américaine, c'est notamment l'évolution des conditions financières. Donc, pas juste le niveau des taux d'intérêt, mais aussi l'évolution du dollar, l'évolution des actifs risqués également. Et c'est ce qu'on vous montre ici sur la partie de droite. Eh bien, c'est que en fait, avec ce rebond des marchés d'actions, eh bien, on a en fait eu des conditions financières, vous voyez, qui sont orientées vers le bas, c'est-à-dire qu'elles ont été globalement plus favorables. Elles se sont assouplies globalement. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'il y a une forme de complaisance potentiellement des marchés aujourd'hui. Et on a une échéance très importante cette semaine, hein, et ce week-end notamment, avec le symposium de Jackson Hole. Et donc, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Eh bien, on peut s'attendre à ce que M. Powell, eh bien, il fasse valoir cette complaisance des marchés, qui place voilà, le niveau terminal, hein, donc le plus haut niveau des taux d'intérêt aux États-Unis, en deçà des 4%, et des marchés qui là aussi s'attendent à un volte-face relativement proche, hein, sur le premier trimestre de 2023 de la politique monétaire américaine. Alors, voilà, nous, on ne partage pas vraiment cette lecture-là, hein. Pourquoi? Eh bien parce qu'il nous semble que les taux américains, ils devraient, eux, remonter. Les opérateurs de marché, ils ont eu tendance à estimer que le risque de récession et le risque de récession aux États-Unis, eh bien, ils se rapprochaient. Pour notre part, on s'attend bien à ce que, on va dire, on ait une récession aux États-Unis à un moment donné, mais ça plutôt, on va dire, sur la deuxième partie de 2023. Hein. L'économie américaine, globalement, elle se tient bien, et on va l'illustrer dans une petite minute. Et puis, on va dire la récession américaine, en tout état de cause, eh bien, elle devrait être alimentée par des taux d'intérêt plus élevés. Et ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que globalement, on reste quand même relativement prudent sur ces marchés de taux d'intérêt. Si on passe maintenant, ouais. Le lien justement donc, entre la macroéconomie du coup en fait et la microéconomie, c'est le cas Walmart pardon, que tu mets en évidence justement comme reflet du comportement du consommateur américain. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que là, on en parlait tout à l'heure. Il y avait un consensus de marché extrêmement fort, hein, sur le fait que la conjoncture économique se dégrade trimestre après trimestre. Et dans ce contexte-là, eh bien, on l'a dit, l'économie américaine, même si la récession devrait toucher les États-Unis, eh bien, la récession devrait toucher les États-Unis, on va dire, plus loin dans le temps qu'elle ne touchera l'Europe. Une illustration de ça, on va dire de la bonne tenue relative de l'économie américaine, ce sont les ventes au détail aux États-Unis, hein, qui ont été publiées la semaine dernière. Eh bien, on a vu qu'on a des ventes au détail aux États-Unis qui continuent de croître à peu près un peu moins de 10% sur un an glissant, si on regarde ça, on va dire, hors pétrole et automobile. Et donc,
on a bien voilà, une économie américaine qui, on va dire, est relativement résiliente. Alors, on l'illustre ici avec Walmart, hein, petit avertissement, voilà, on n'a pas de position sur Walmart chez Carmignac et encore moins dans les fonds qui sont référencés sur Easy Bourse, qui sont des fonds européens et émergents, mais c'est là aussi pour vous illustrer le comportement du consommateur américain et la bonne tenue de l'économie américaine. Alors, Walmart en deux mots, hein, on va dire le plus grand distributeur aux États-Unis, qui est typiquement, on va dire, une société qui tient très bien en période de récession. Hein. Bien pourquoi? Parce que c'est, on va dire, un distributeur qui vend des articles qui sont essentiels à la vie de tous les jours, que ce soit voilà, dans le secteur de l'alimentation ou des biens de tous les jours, à des prix plutôt réduits. Et donc, eh bien, ce sont des investissements, enfin en tout cas c'est une société qui tend à très bien fonctionner en période de récession. Ce qu'on vous illustre ici sur la partie de droite, hein, les barres grisées, ce sont les différentes périodes de récession au cours des 40 dernières années. Et puis la courbe que vous voyez ici, c'est la performance relative de Walmart par rapport aux indices d'actions américaines. Et donc vous voyez que en période de récession, donc avant ça, pendant ces périodes de récession et même parfois un petit peu après, eh bien, on a tendance à voir une société comme Walmart qui surperforme largement les marchés d'actions américaines, on va dire du fait de ses caractéristiques plutôt défensives. Et donc, eh bien, voilà, on a une société Walmart qui est en train de rebondir très fortement et qui a très bien fonctionné cet été. Eh bien, pourquoi? Eh bien, parce que on avait eu 2 trimestres qui étaient particulièrement difficiles pour Walmart avec des problématiques d'inventaire particulièrement élevées. Et bien, ce qu'on a vu, c'est que les ventes de Walmart se sont très bien tenues sur le deuxième trimestre notamment. Et pourquoi? Eh bien, c'est ce qu'on illustre ici sur la partie de gauche. Hein. Donc, vous avez le pourcentage des ventes de Walmart par catégorie de revenus des différents foyers. Et donc, vous voyez qu'on a une hausse très forte hein, des foyers, on va dire les plus aisés aux États-Unis, qui sont allés eh bien justement faire des courses chez Walmart. Et donc, ceux avec des revenus qui sont, on va dire, moins élevés ont plutôt eu tendance à réduire leur volume d'achat. Mais par contre, on a eh bien, des acheteurs qui avaient tendance à ne pas aller chez Walmart, à aller chez des distributeurs, on va dire, plus premium, eh bien, qui vont chez Walmart aujourd'hui pour justement répondre à ce contexte d'inflation et de prix relativement élevés. Alors, on a pris le cas Walmart, mais on aurait pu en prendre d'autres. Hein. C'est des dynamiques qu'on voit quand même voilà, dans les résultats d'Amazon, dans les résultats de Home Depot, un autre distributeur américain où eh bien, on voit encore une fois des distributeurs qui tiennent bien et dont les chiffres de vente restent relativement élevés. Et donc ça vient contraster, on va dire, assez fortement avec ce message ou cette perception que le consommateur américain a de très grandes difficultés. Il a des difficultés certes, mais peut-être moins importantes que ce qui est globalement anticipé. Donc, il peut présenter des opportunités d'investissement. C'est ce qui doit être retenu, notamment par nos clients. Donc, le secteur de la distribution américaine, notamment, un secteur éventuellement à regarder de près. Ton message de la semaine, Kevin, justement, Oui, concerne un événement que tu as évoqué un peu plus en amont. C'est l'événement de Jackson Hole. J'aimerais bien que tu nous rappelles en quoi consiste cet événement. Et donc, ton bien sûr. message, c'est un véritable exercice d'équilibre pour les décideurs politiques de Jackson Hole. Oui, donc alors pour rappel, Jackson Hole, donc le symposium, la conférence de Jackson Hole se tient tous les ans à la fin de l'été. Elle rassemble les grands, on va dire, décideurs de politiques économiques, hein, au premier rang duquel les banquiers centraux américains, hein, mais pas que. Hein. On a vu par le passé beaucoup d'annonces de banquiers centraux européens, anglais ou d'autres pays dits développés ou dits émergents. De nombreux économistes, universitaires y participent également. C'est une conférence alors qui se tient à Jackson Hole, hein, dans le Wyoming, hein, dans les montagnes américaines. Dans lequel est discuté typiquement, on va dire, des problématiques économiques plutôt de long terme, mais historiquement,
c'est une conférence qui a été largement utilisée pour, envoyer certains, certains signaux, et notamment par les banquiers centraux. Alors, pour rappel, hein, l'année dernière, par exemple, eh bien, Monsieur Powell, hein, le président de la Réserve fédérale américaine, avait envoyé comme message le fait que l'inflation était transitoire, et donc il n'y avait pas d'urgence à remonter les taux d'intérêt. Les choses ont beaucoup changé en un an. Hein. C'est pas parce qu'on voilà, c'est des grands décideurs politiques passent beaucoup de temps à réfléchir à voilà, comment vont se dérouler les prochaines années qu'ils ont une boule de cristal pour autant. Alors, pourquoi est-ce qu'on dit que cette année, on va dire, il va y avoir, on va dire, de vrais enjeux de communication de la part, notamment de la Banque centrale américaine? Parce que, comme on le disait, eh bien, Monsieur Powell va vraisemblablement envoyer le signal comme quoi la Réserve fédérale n'en a pas fini avec son cycle de remontée, de resserrement monétaire. Alors que, eh bien, les marchés ont plutôt interprété ça comme message de sa dernière réunion de juillet. Et donc, nous, on s'attend chez Carmignac à ce que son message, il aille plus vers le sens d'un cycle de remontée des taux d'intérêt qui sera potentiellement plus lent hein, pour intégrer, on va dire, la dégradation de la conjoncture économique, mais aussi un cycle de resserrement monétaire qui sera plus long qu'anticipé. Donc, on n'aurait pas une forme de pivot au cours du premier trimestre de 2023, comme semblent l'anticiper les opérateurs de marché, comme je vous le montrais tout à l'heure. Et donc, le principal risque, c'est quoi? C'est que les marchés, eh bien, ils intègrent surtout la première partie de ces messages, c'est-à-dire le cycle de remontée des taux d'intérêt plus lent, et moins sur la deuxième partie. Et donc, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire que, eh bien, on aurait on va dire une poursuite de ce rebond de marché en dépit de la dégradation de la conjoncture économique. Et donc, ça veut dire que ce qui risque de se passer, c'est que si les opérateurs de marché se concentrent plutôt sur la partie un cycle de remontée de taux plus lent, eh bien, et pas plus long, eh bien, le jour où ils porteront plus d'attention à cette deuxième partie du message, c'est-à-dire un cycle de remontée de taux plus long, eh bien là, ce sera d'autant plus difficile à digérer pour les opérateurs de marché et pour les marchés en général. Donc voilà, un événement à regarder de près. La Banque centrale européenne aussi hein, devrait potentiellement utiliser cette conférence pour envoyer un certain nombre de messages. Hein. Pour rappel, la prochaine réunion de la Banque centrale européenne se tient le 6 ou le 8 septembre. Donc là aussi, c'est bien possible qu'on ait quelques nouvelles sur le front de la politique monétaire européenne à Jackson Hole. Alors ensuite, donc pour terminer, concernant les idées d'allocation, tu as décidé de faire un zoom sur 3 fonds phares de Carmignac. Alors tout d'abord, un panorama général justement donc, sur les performances de ces fonds dans un premier temps, et puis ensuite sur les stratégies d'investissement et les ajustements apportés à ces stratégies. Alors je te laisse en parler. Ouais, Donc en fait, 3 fonds, pardon, qui l'un est positionné sur les émergents et les 2 autres sur l'Europe. Et bien entendu, ce sont 3 fonds qui sont distribués sur Easy Bourse, notamment également dans l'assurance vie, en fait, que nous vous proposons avec Carmignac Émergente. Tout à fait. Hein. L'idée, c'était de faire voilà, un point rapide sur le comportement de ces 3 portefeuilles au cours de la période estivale. Vous avez voilà, aussi à des fins d'avertissement dans les tableaux sous ces performances-là, les performances de long terme de ces différents portefeuilles. Vous le voyez, hein, sur ces derniers mois, eh bien, Carmignac émergent a rattrapé, on va dire, une partie de son retard sur son indicateur de référence. De même pour le fonds Carmignac Grande Europe. Hein, donc 2 fonds d'action pure. Sur le fonds Carmignac Patrimoine Europe, et eh bien là, voilà, on a plutôt fait un petit peu moins bien que l'indice sur la période estivale. Alors c'est en train de se rattraper actuellement. Pourquoi? Parce qu'on avait justement, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, un positionnement plutôt prudent dans ce portefeuille multi-actif, on va dire, qui a velléité à avoir une approche un peu plus tout terrain. Alors si on regarde les principaux mouvements qui ont été mis en place dans ces portefeuilles-là. Hein. Qu'est-ce qu'on a fait dans Carmignac Émergent, Carmignac Portefeuille Grande Europe et Carmignac Patrimoine Europe? Alors, sur Carmignac Émergent, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris des profits sur certaines valeurs et notamment sur les marchés d'actions chinois. Hein. C'est une conviction qu'on a portée tout au long de cette année et qu'on a partagé avec vous tout au long de cette année. On a vu, on va dire, sur le début de l'été notamment, une surperformance hein, relativement élevée des marchés d'actions chinoises. Et donc, on a commencé un peu à prendre des profits sur ces positions-là. On était surpondéré sur les marchés d'actions chinois. On est aujourd'hui
sous-pondéré, c'est-à-dire qu'on en a un petit peu moins que l'indice. On est un peu plus prudent sur les perspectives sur la Chine à court terme. Qu'est-ce qu'on a fait en face de ça? Eh bien, on a augmenté les poches de liquidité et on a aussi constitué des positions sur le secteur des semi-conducteurs. Pourquoi est-ce qu'on a remonté les poches de liquidité? Eh bien, je vous le disais, parce qu'on a eu voilà, un marché qui a rebondi fortement. Alors, est-ce que c'est juste, voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, un rebond, un rebond dans un canal baissier, ou bien est-ce que c'est plutôt des opérateurs de marché qui sont un peu trop complaisants sur la direction des taux d'intérêt? Ça justifie pour nous d'avoir une position un peu plus prudente. Sur Carmignac Grande Europe, eh bien, on a eu, on va dire, une approche un peu similaire. Alors, on n'a pas réduit l'exposition au marché d'actions chinois parce que c'est un fonds d'action européen, mais on a augmenté le caractère défensif du portefeuille. Comment? En renforçant certaines de nos positions dans le secteur de la santé. Et puis, à l'inverse, on a réduit nos expositions à des secteurs ou des valeurs un peu plus exposées au cycle économique, notamment dans l'industrie. Et dans Carmignac Patrimoine Europe, eh bien là, on a maintenu un portefeuille très défensif. Donc, on garde voilà, une exposition très faible au marché d'actifs risqués. Hein. Ça explique aussi, vous l'avez vu tout à l'heure, le début d'inflexion de performance sur ce portefeuille-là. Hein. Dans des phases de marché chahutées, c'est une gestion qui fonctionne plutôt très bien. Et puis, on a réduit la sensibilité au taux d'intérêt. Hein, comme on l'a dit, les opérateurs de marché ont tendance à être peut-être, il nous semble, un peu trop complaisants sur la direction des taux d'intérêt. On ne s'attend pas à un volte-face demain de la politique monétaire américaine. Et donc, on met en place des positions négatives sur ces taux d'intérêt. Hein. Pour rappel, le prix d'une obligation bouge dans le sens opposé de l'évolution du taux d'intérêt, toute chose égale par ailleurs. Et donc, sur cette dernière diapositive, eh bien, vous avez le positionnement de ces trois principaux portefeuilles. Hein, je vous le disais, donc la Chine, le Carmignac émergent, ça représente voilà, moins de 40% du portefeuille. On était plutôt à plus de 40% il y a encore quelques mois de ça, hein, 40% qui est à peu près le niveau d'exposition au marché chinois des indices d'actions émergents. Et puis après, nos principales positions sur la Chine, la Corée, le Brésil, l'Inde, et puis Taïwan, le Mexique, la Malaisie. Et puis vous voyez cette poche de liquidité qui a été remontée autour de 10%. Donc Carmignac Grande Europe, eh bien, ce biais, on va dire, un peu plus défensif. Hein, je vous l'ai dit, on a remonté l'exposition au secteur de la santé, hein, qui représente à peu près aujourd'hui 35% du portefeuille. Et puis après, on reste investi sur des secteurs, des valeurs, on va dire, à bonne visibilité, en tout cas qu'on estime qu'ils ont une bonne visibilité. Puis dans Carmignac Patrimoine Europe, ben voilà, on l'a dit, hein, quand je dis exposition faible au marché d'actions, c'est pas peu de chose de le dire. Hein, on est à peu près autour de 0% d'exposition nette à ces marchés d'actions. Et puis on a une sensibilité au taux d'intérêt, c'est pas indiqué ici, mais c'est une sensibilité au taux d'intérêt qui est négative, c'est-à-dire que eh bien, on arrive à bénéficier d'une remontée de taux d'intérêt si elle devait se produire. Et donc voilà pour moi, j'étais un peu plus long, mais ça faisait quelques semaines qu'on ne s'était pas parlé. Si vous avez des questions, je serais ravi de les prendre, et sinon on peut en discuter la semaine prochaine. Oui, il y en a quelques-unes, Kevin. Il y en a quelques-unes. Tout d'abord, on va commencer avec une question sur l'inflation de Denis, qui nous demande en fait, est-ce que tu ne penses pas que justement, en fait, cette inflation était surtout de nature politique, pilotée en fonction des événements, notamment la guerre en Ukraine, justement, donc pour servir certains intérêts géopolitiques pour le coup. Est-ce que tu penses, voilà, tu ne penses pas que cette inflation avait peut-être un peu essentiellement cette dimension justement politique Alors aujourd'hui, on a beaucoup parlé de l'inflation américaine. C'est vrai que l'inflation américaine et l'inflation européenne, c'est pas tout à fait la même chose. Aux États-Unis, on l'a dit, le point haut de l'inflation a vraisemblablement été franchi au mois de juin. L'inflation américaine, par quoi est-ce qu'elle a été nourrie? Elle a été nourrie par, on va dire, une économie qui était là aussi très proche de la surchauffe. Alors pour répondre à la question de Denis, est-ce que ça c'est l'incidence de velléité politique? Oui, dans le sens où on va dire l'inflation qu'on a aujourd'hui, elle est liée, on va dire, à des contraintes qu'on a eues sur l'offre, hein, avec notamment tout ce qui était lié au Covid. Hein. Il y a moins de choses, il y a, on va dire, moins de biens qui ont été produits, mais elle est aussi la conséquence d'une demande qui a été très élevée. Et cette demande, elle a été très élevée. Pourquoi? Bien parce qu'on a eu des chèques Covid, par exemple, qui ont été envoyés à la quasi-totalité de la population américaine. Et donc ça a maintenu une demande sur des niveaux très très élevés. Donc ça, c'est bien le résultat d'une velléité politique. En zone euro, l'inflation
elle est élevée et l'inflation, elle devrait continuer d'accélérer en zone euro. Donc ça, j'en suis désolé, mais il faut que voilà, les participants à ce webinaire soient bien au fait de cela, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore, a priori, on n'a pas encore atteint le point haut sur l'inflation européenne, hein, et l'inflation en zone euro, elle devrait continuer d'accélérer. Pourquoi? Parce qu'on a des prix d'énergie qui continuent d'accélérer, on a le prix de l'électricité qui continue d'accélérer en France, en Allemagne. Et pour le coup, l'inflation en zone euro, elle a été maintenue sur des niveaux artificiellement. Alors, je prends dire artificiellement bas, ce serait quand même un petit peu exagéré quand on a une inflation qui évolue entre 8 et 10%, mais elle a été, on va dire, capée par là aussi une velléité politique de nos différents gouvernements, avec des baisses de TVA, des systèmes de plafonnement sur l'évolution du prix du gaz, etc. Et ça, c'est des choses qui seront susceptibles de bouger dans les mois à venir. Donc oui, l'inflation, il y a clairement cette dynamique d'offre et de demande, mais aussi la conséquence de, on va dire, de velléités politiques qui sont, en tout cas, qui ont été différentes aux États-Unis et en zone euro. Alors, pour ne pas faire trop long, justement, cher client, on va poser 2 autres questions à Kevin et puis le reste, éventuellement, on y répondra par mail interposé. Donc, une autre question sur la Chine. On sait que justement, Carmignac a une gestion de conviction et une gestion sur le long terme. Le fait justement d'amoindrir en fait le poids aujourd'hui de la Chine dans votre allocation, notamment de celui de Carmignac émergent. Déjà, petit 1, est-ce que en fait ça a vocation à continuer ou pas? Et est-ce que c'est le reflet que les préoccupations sur la Chine vont en fait continuer, notamment sur le ralentissement économique justement donc, du pays? Oui, alors on va dire il y a deux façons de voir les choses, hein. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'on a réduit nos expositions à ces marchés chinois? Bien, il y a aussi, on va dire, ce qu'on appelle de la gestion de position, hein, c'est-à-dire que quand on a des positions en portefeuille qui ont très bien fonctionné sur un horizon de temps donné, c'est aussi notre travail de gérant, bien, de se dire que les arbres ils montent pas forcément au ciel, ou en tout cas pas, ils suivent pas forcément une ligne droite, et donc on se doit de pouvoir bien prendre des profits et de sortir, on va dire, de façon temporaire, hein, de certaines positions, notamment sur les marchés d'actions chinois. Et donc c'est bien ça qu'on est en train de faire, et c'est bien ça qu'on a commencé de faire aujourd'hui. Pourquoi? Bien pour toutes les raisons que je mentionnais tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que là aussi, hein, la trajectoire de croissance économique chinoise aujourd'hui, elle est plutôt moins bonne que ce qu'on pouvait anticiper il y a encore quelques mois de ça. Et donc, on réduit nos expositions à ces marchés-là. On va dire, il y a aussi le revers de cette médaille-là, où le pendant à cette, on va dire, moins bonne conjoncture économique, c'est que on aura au cours des mois et des trimestres à venir, une forme d'inflexion, en tout cas plus de relance de la part des autorités chinoises. Pourquoi est-ce qu'on a réduit notre exposition là encore une fois, ces derniers jours et ces dernières semaines? Pour refléter et la trajectoire de performance de certaines de ces valeurs-là, et aussi parce que ces mesures de relance, elles viendront sans doute plutôt sur le début de 2023, en tout cas se feront sentir sur le début de 2023 plutôt que sur la fin de 2022. Entendu, Après, Kevin. voilà. Et le cas d'investissement sur la Chine, je tiens à finir quand même là-dessus, il reste pour nous tout à fait valable, hein. Ça reste quand même le deuxième principal marché d'action au monde, juste derrière les États-Unis. C'est voilà, des taux de croissance économique qui sont particulièrement forts. On le sait, hein, la croissance économique, toutes choses égales par ailleurs, elle se retrouve dans la croissance de résultats des entreprises. Voilà, il y a beaucoup de thématiques de long terme. Après, à plus court terme, on est en train de réduire un petit peu nos expositions à ces marchés-là, mais qui restent des poches d'investissement qui sont importantes, hein. Vous le voyez sur Carmignac émergent, c'est plus de 35% du portefeuille. Si je prends d'autres fonds phares de la maison comme Carmignac Patrimoine, là, on a toujours entre 3 et 4% d'investissement sur les marchés d'actions chinois. Entendu, Kevin. Bon, bah écoute, on va arrêter là pour aujourd'hui. Je te remercie énormément pour ton éclairage. Merci énormément également aux participants. Je rappelle que donc tout d'abord, cette session donc du webinaire en fait a lieu tous les mercredis à 11 h et que par ailleurs en fait elle est enregistrée. Donc on vous met à disposition tous les mercredis après le webinaire en fait l'enregistrement de la session. Merci énormément à tous et merci à toi Kevin encore une fois. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir, bonne fin de semaine à tous. Au revoir.